Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, quasiment à chaud, mais pas dans la Melon Mobile parce qu'il commence à faire trop froid. Ça y est, l'hiver s'installe, donc je préfère me mettre ici tranquillement au confort de la maison pour vous parler de ce nouveau long métrage sorti ce mercredi en salle, mais que certains ont pu voir en avant-première, le nouveau brûlot du Britannique Edgar Wright qui poursuit sa carrière ici à Hollywood avec son premier gros blockbuster, au final lui qui avait failli faire Ant-Man il y a quelques années, The Running Man, qui est une nouvelle adaptation au cinéma du roman de Stephen King sorti en 82, qui avait donc eu cette première version un peu éloignée du bouquin quand même, en 87 avec Arnold Schwarzenegger. Et ici donc, ils ont choisi, j'ai dit ils, peut-être lui et son scénariste Michael Bacall, d'ailleurs, Scott Pilgrim, hein, ils avaient travaillé ensemble, peut-être qu'on retrouve quelques effets ici, mais j'ai envie de dire, Edgar Wright et Stephen King ont tous les deux choisi ou adoubé le choix d'un Glenn Powell pour jouer Ben Richards, ce héros anti-héros du peuple. Voilà, c'est un peu compliqué, j'expliquerai ceci dans le synopsis et dans le développement. Un Glenn Powell qui est un petit peu l'héritier maintenant des Brad Pitt ou autres, Tom Cruise, surtout Tom Cruise, bien sûr. Choix intéressant, hein, qui casse peut-être son image ou pas, j'y reviendrai. Nous retrouvons dans le rôle de l'antagoniste numéro 1, un petit peu le chef producteur de cette télé-réalité ultime de Running Man, on va chasser l'homme. Josh Brolin, qui est toujours impactant en tant que bad guy, j'ai envie de dire. On le voit pas forcément souvent à l'écran, mais dès qu'il apparaît, il se passe des choses, forcément. Tandis que le showman qui présente cette émission-là, c'est Colman Domingo qui le joue, et là on ne peut pas s'empêcher de penser, alors peut-être à la version 87, bien sûr, parce que le roman écartait un petit peu l'idée du présentateur, hein. Mais évidemment on va songer au Prix du danger d'Yves Boisset, dont j'ai reparlé récemment dans une émission sur la chaîne de Romain Rimbaud, et on l'avait d'ailleurs évoqué en attendant la sortie de The Running Man, qu'on voulait voir avec impatience. Citons aussi la présence de Lee Pace derrière un masque, lui qui est le chef des chasseurs, Emilia Jones, qui a un rôle important dans la dernière partie du film, quelques apparitions de William H. Macy au début, et de Daniel Ezra, qui a un rôle très très impactant là aussi, et peut-être plus étoffé que dans le livre, je reviendrai sur cela, mais surtout, nous avons Michael Cera, voilà, on en revient à Scott Pilgrim, que j'évoquais au début, avec ce scénariste qui revient. Un scénariste d'ailleurs qui a aussi coécrit 21 et 22 Jump Street, enfin 21, 22 si vous voulez, et Project X. Donc dans le côté sulfureux, peut-être variation de comédie, on pouvait s'attendre à quelque chose ici qui allait osciller donc entre drame et humour, avec ce côté dystopique bien sûr, puisque nous sommes ici situés dans un monde qui est censé être 2025, dans le bouquin. Un 2025 alternatif, Edgar Wright avouant lui-même qu'il a un petit peu fait le visuel, enfin l'intention scénique et tout ce que vous voulez de ce nouveau long métrage en se transposant comme s'il était dans les années 80, à l'époque du roman, et on s'imaginait le 2025 que ce serait. Alors c'est intéressant parce que du coup c'est pas ultra futuriste non plus, ça l'est forcément sur certains points, mais on est quand même dans un autre 2025 pour plein de raisons. Vous voyez, par exemple, il n'y a pas de streaming, il n'y a pas de Twitch, il n'y a pas d'internet, quand bien même il y ait des références à cela, mais autrement. C'est la télé qui domine, puisque dans cette Amérique devenue totalement dystopique et incontrôlée, il n'y a plus de parti ou de politique, on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est un peu en mode les médias qui contrôlent, ou les grands groupes capitalistes, un petit peu à la façon du Rollerball de Norman Jewison, j'allais dire dont je vous ai parlé, dont je vais vous parler bientôt, mais que j'ai revu, que j'ai découvert surtout, parce que j'avais vu que la version de McTiernan, je l'ai vu il y a quelques temps, et du coup la vidéo popera dans quelques jours, parce que je suis toujours un peu en décalé. Bref, il s'y passe des choses dans ce monde, notamment pour les pauvres gens qui doivent subir. En tête de liste, un certain Ben Richards, qui a été viré de son travail, visiblement trop en colère, un peu trop rentre-dedans, dénonciateur, on ne sait pas trop, mais ça semble être l'idée, et qui est face à un énorme problème. Sa fille est malade, donc il n'a pas assez d'argent pour récupérer les médicaments, c'est la catastrophe, et il a une idée en regardant la télé, le Libertel, Freevee en version originale, c'est de participer à un de ces jeux de télé-réalité pour récupérer de l'argent. Alors au début, il pense peut-être courir dans une roue comme un hamster à répondre des questions, mais non. Son côté ultra colérique va faire de lui le candidat parfait et rêvé pour la plus grande émission
The Running Man, la grande traque, voilà. Et ça c'est dans la version du bouquin en VF. Il voulait pas, lui, arriver à cet extrême, mais il n'a pas le choix. Hein. Il représente un véritable danger pour la société. D'ailleurs, il y a ce triangle rouge là, sur son dossier, il a très vite compris. Mais il accepte, bon an, mal an. A-t-il vraiment le choix? De toute façon, le choix, parce qu'on l'a choisi, lui, et c'est quand même une société un peu dystopique, et parce que il faut quand même qu'il puisse sauver sa petite. Mais alors, ça ressemble à une sorte de sacrifice, parce que visiblement personne n'a jamais survécu à ce jeu. Il va y participer avec 2 autres candidats, qu'on verra vite fait comme ça à travers les vidéos, et il va devoir survivre. On lui donne une avance de 12 heures, et après, les chasseurs menés par ce McCone masqué, là, joué par Lee Pace, vont tout faire pour le tuer et l'éliminer, mais en plus, avec l'aide des civils, ces bons Américains, ces good guys ou pas, mais complètement soumis au système et manipulés par celui-ci. It's America! Voilà. Comme le dit le personnage Bob E.T. joué par Coleman Domingo, le showman présentateur, qui n'est pas Michel Piccoli du coup. Hein. Mais dans cette idée, on s'en rappelle. Un petit peu entre Michel Piccoli et... c'est qui jouait, je crois que c'est Chris Tucker, hein, qui jouait un peu ce Robbie Road dans le 5e élément. On pense à cela un petit peu dans la représentation. Et donc, Ben Richards va devoir survivre, d'abord parce que, juste pour sauver sa famille, mais il va peut-être gagner aussi en idéal politique, quelque part, au fur et à mesure qu'il se sort de certains événements et qu'il peut être aidé quand même par certaines personnes, bon an, mal an, notamment des résistants militants, qui ont beaucoup à donner pour démarrer peut-être enfin une révolution qui semble totalement étouffée. Sera-t-il, Bernie Richards, le déclencheur, le détonateur de cette potentielle nouvelle rébellion qui mènerait vers une utopie? Mystère, mystère. Alors si vous avez lu le livre, vous y verrez beaucoup de choses qui sont dans l'œuvre de base de Stephen King, avec quelques variations intéressantes. Je ferai une zone spoiler sur la finalité. Très longue introduction, veuillez m'excuser, mais bon, il faut bien placer le contexte. Mon avis arrive, et il n'est pas facile à donner, parce que je suis mitigé ou partagé. Il y a de très bonnes choses, mais c'est Edgar Wright à la réalisation, il y a ce matériau de base, il y a eu cette année d'autres films, on va dire, révolutionnaires qui rentrent dedans. Alors Eddington avait ce côté un petit peu entre deux intéressant en soi. Bien sûr, on pense à Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, en Marche ou crève, autre adaptation de Stephen King qui pour moi est trop édulcorée, trop classique. Et là j'ai envie de dire que ce Running Man l'est trop pour le style d'un réalisateur qu'on a énormément aimé pour d'autres raisons, qui a toujours ce côté politique, mais avec des ambiguïtés selon les adaptations qu'on veut en faire. Nous, voilà, nous spectateurs, on y voit ce qu'on veut voir. Hein. C'est intéressant parce que, de toute façon, quand on voit des films, comme quand on regarde la télé, on peut toujours se laisser manipuler ou se laisser prendre par tel ou tel discours et le retourner comme on veut. Il y a de ces œuvres comme ça qui peuvent être récupérées par telle ou telle personne pour des raisons... voilà. Hein. Là, sur The Running Man, je ne sais pas s'il y a un discours quasi méta sur cette idée, mais je trouve que c'est parfois bien trop sage pour ce que ça aurait pu proposé ultimement, notamment vu le message qui semble être pris en main à un moment donné quand même. Je pense que c'est voulu quand même, alors c'est aussi contrôlé par la production, c'est la Paramount qui est derrière, et récemment, vu les déclarations de la Paramount, visiblement maintenant propriétaire d'un des amis de Donald Trump ou quelque chose comme ça, bon, la pré-production, production du film, tout ça s'est fait probablement avant tout cela, mais qu'est-ce qu'on peut dire, jusqu'où peut-on aller dans un gros blockbuster hollywoodien comme cela? Et pareil pour le style Edgar Wright, qui est très particulier, et qui parfois ici semble un peu étouffé par l'ambition du projet, ou parce qu'il a voulu, ou peut-être parce qu'il a été, il n'a pas voulu trop dépasser, ou il n'a pas eu le choix aussi, de certaines choses. Et j'ai un peu envie de voir quelques parallèles avec ce qui se passe là, d'un Ben Richards qui lui-même a envie voilà, de rentrer dedans dans le système, en mode, on le voit au début, hein, d'ailleurs il regarde sur cette scène d'introduction intéressante, là, cette usine où il a travaillé, une sorte d'enfer ouvrier, il en est sorti, mais lui il rentre dans un autre enfer solitaire, il a été sorti du système, mais en étant sorti du système, qui est quand même étouffant, il est encore plus bas que terre, donc il est obligé de re-rentrer dans ce système, profiter de cela, gagner de l'argent, quoi, c'est ça, hein, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est le cas de le dire, le nerf de la survie, et on le voit en fait, il se laisse aller, il n'y a pas le choix, hein, mais pour sauver sa famille. Et pendant les 2 tiers du film, on va dire, hein, à peu près, c'est ça qu'il veut, juste se battre
pour sa famille. Et tout ce qui peut être politique, etc., c'est pas ce qui l'importe le plus. Il y a un moment, une scène très intéressante où il est avec le personnage de Michael Cera, qui est un fils de révolutionnaire, voilà, héritage du père, et un truc intéressant là-dessus. Et presque dans une sorte d'humour, parce que oui, il y a de l'humour dans le film, parce qu'il y a à la fois un petit problème, et ça, dans le ton c'est particulier, mais on peut comprendre l'idée, vu le système, on n'est pas loin d'idiocratie par moment, hein, ce film, qui est de plus en plus contemporain, et même qui a sous-estimé ce que pourrait être l'avenir, je pense. Il y a cette idée où donc le personnage de Michael Cera montre Che Guevara et un truc, un symbole anarchiste, et on voit le personnage de Ben Richards en mode nope, non, 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 voilà. Et après, hop, il y a une sorte de cadre blanc, il n'y a plus rien, et là, oui. C'est-à-dire, vous voyez, indirectement, comment on essaye de montrer que c'est le représentant des white guys, malgré lui, en colère. Et là, vous voyez, vous pouvez... cette scène-là, quelque part, peut être interprétée ou appropriée comme on veut, mais je pense qu'on y voit une forme de cynisme et d'ironie derrière. C'est-à-dire que, voilà, Glenn Powell a été choisi, hein, il représente l'Américain un peu de base héroïque, potentiel, qui pourrait devenir une sorte de post-représentation, qui pourrait malgré lui être, d'ailleurs, la figure d'un cinéma trumpiste. J'espère, voilà, il fera des choix de carrière, là, visiblement c'est quand même un bon choix de carrière, je pense. Mais vous voyez comment il joue sur son image. Ce white guy, comme ont pu être certains, même s'il n'a pas les muscles qui vont avec, mais certains représentants du cinéma réganien, il a cet idéal-là, avec ce côté très carré américain et beau gosse, quoi. Et c'est intéressant comment on joue là-dessus, avec une ambiguïté intéressante. Cette scène-là, que j'ai citée, là, qui se refuse à l'anarchie ou au communisme révolutionnaire, est intéressante parce que Edgar Wright, je pense, joue là-dessus. Et bon, de toute façon, il va y avoir une évolution du personnage derrière, quand même, malgré tout. Voilà. Parce qu'il devient une sorte de pion, malgré lui, un pion du système pour agiter les masses et les divertir, qui ferme les yeux, hein, les gens, sur les vrais problèmes. Mais lui aussi va être un pion peut-être des révolutions potentielles, mais où se situe-t-il lui? Bah lui, c'est sa famille avant tout. Côté famille, hein, Family First, très américain aussi, c'est intéressant. Parce que le film pourrait être récupéré par des pro-trumpistes aussi indirectement, sauf sur certains points. Mais après, comme je le disais auparavant, le film, on peut y voir ce qu'on veut, on peut interpréter les choses comme on le souhaite. Et c'est peut-être d'ailleurs le problème de cette œuvre, qui n'est pas assez radicale, et donc, y compris dans la mise en scène, hein, je vais y venir, Edgar Wright, il y a des moments très à lui, très Scott Pilgrim d'ailleurs, qui est celui que j'aime le moins d'Edgar Wright, mais en soi, là, ça s'intègre bien, avec quand on présente les règles et tout, ou les accessoires, on voit un petit côté jeu vidéo rétro à la télé là, par le présentateur, donc c'est intéressant parce qu'on pourrait imaginer, oui, vision des années 80, que ce serait le futur, c'est en effet ça. Et des moments où on présente les choses, par exemple, cet influenceur, j'y reviendrai très vite, joué par... c'est un influenceur, joué par Daniel Ezra, le fameux Bradley, là, à un moment, quand il se présente sous son masque, là, The Apostle, l'apôtre, il y a quelque chose qui peut être Scott Pilgrimien aussi, et dans l'idée, de façon, du cinéma d'urgence, où il faut avancer, il faut passer un petit peu les épreuves. Là, il ne doit pas affronter les 7 ex, mais tous ces chasseurs qui le traquent en permanence. On reste dans le cinéma d'Edgar Wright, du coup, parce que ça a toujours été cela. Des gens un petit peu marginaux d'un certain système, qui doivent avancer face à une nouvelle mission, face à des péripéties soudaines. Voilà. Et à peu près tous ces films, c'est ça, hein. Indirectement ou directement. Donc, ça colle très bien à son cinéma, mais dans l'esprit montage ou inventivité visuelle, c'est assez en retrait, voire trop édulcoré par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer, connaissant le style du monsieur, ce qu'il a pu faire avant, dans cette représentation-là. T'as un peu l'impression qu'il a dû, de toute façon, composer avec un riche et dense scénario dans la narration, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, et il est très proche d'un bouquin de base qui était très... voilà, dynamique. Donc là, sur 2h15 à peu près, un peu plus même, hein, il me semble, et ben, il arrive quand même à poser tout cela, mais il est presque... Il veut trop aller dans l'idée de base, et en fait, t'as l'impression que ça fait très académico-artificiel d'enchaînement de péripéties, ça empêche certaines profondeurs, si ce n'est dans le dernier tiers quand même, là aussi ça va trop vite. C'est le problème d'un film qui va trop vite, parce que c'est comme ça à la base, et du coup ça manque de radicalité, même dans certaines scènes d'action qui sont superbes, hein.
Il y a des trucs qui sont très organiques, hein. On voit qu'il n'y a pas trop d'effets spéciaux. Bon, il y a des drones, tout ça, tout ce que vous voulez. Il y a des moments explosifs que l'on voit dans la bande-annonce, de toute façon, il n'y a aucune surprise, qui font leur taf. Mais là aussi, c'est très rapide. Voilà, ça n'arrête jamais. C'est un film qui ne peut pas se poser, de toute façon. C'est comme ça, c'est le concept. Mais du coup, qui n'arrive pas à approfondir son propos, et qui fait que, en restant indirectement, malgré lui, presque à la surface, Edgar Wright, et donc l'ensemble du film, manque d'impact. Et je ne pourrais pas imaginer que ce film rentre dans un panthéon quelconque, et qu'on puisse encore en parler beaucoup dans 5-10 ans. Ça restera un bon moment de cinéma quand même, mais en deçà de ce que ça aurait pu et dû être selon moi. Mais c'est comme ça. Je fais une zone spoiler rapide hein, pour évidemment aller plus loin dans les éléments de l'intrigue. Ben Richards, bon, il va évoluer politiquement peut-être à un moment quand il va se rendre compte que bon, il est ce détonateur. Quand d'ailleurs le personnage de Michael Cera qui l'accompagne se fait tuer, il récupère indirectement, malgré lui, l'ADN de la Révolution que son père lui avait transmis. Enfin voilà, le père de Michael Cera. Et lui maintenant, il en devient. Voilà, il est conscient qu'il doit être la Révolution. Il en devient finalement quelque part, oui, hein, cette figure assez forte qui va avoir son impact et son importance dans une fin d'un film qui joue sur le roman de base avec, j'ai envie de dire, brio, parce que déjà dans le bouquin de Stephen King, vous aviez des références, peut-être les premières dans l'histoire, peut-être pas, mais au deepfake. Vous aviez ça indirectement, mais pas visuellement, avec Orwell qui réécrivait les choses. D'ailleurs, c'est un film qui est très référencé 1984. C'est une énième relecture sur certains points. D'ailleurs, à un moment, il y a Watching You, enfin, c'est pas du tout subtil. En parlant de subtilité, il en manque le film, hein, quand même. Hein. Il y a ça, il y a les références au nouveau Colisée, 2 fois, hein, on a compris, hein, du pain et des jeux. Le film est trop bavard sur ses intentions aussi, à trop montrer, à trop dire, et à trop montrer en mode présenter. Oui, bon, il faut bien mettre en concept et en perspective les règles, je veux bien, mais quand même. Et les méchants, les antagonistes parlent trop parce que c'est le but aussi dans la manipulation des masses. Mais t'as l'impression que le film veut manipuler son spectateur pour qu'il réfléchisse pas trop. Mais on est dans la diégèse, donc est-ce que ça peut s'expliquer, s'excuser? Oui. Bon, voilà. Donc dans cette idée de deepfake, à la fin, on rejoue la fin du roman, hein, mais en fait c'est un fake dans le film. C'est intéressant, comme d'ailleurs la mort de... à un moment on lui présente la fausse mort de sa fille et de sa femme, pour lui faire encore aller plus loin, pour qu'il pète un plomb. Là il devient révolutionnaire pour le coup. Le système pense l'avoir ainsi pour qu'il rejoigne et qu'il devienne le chasseur, comme McCone est un ancien chasseur, voilà, bon, que Ben Richards revienne dans le système, mais en fait... ce système-là, le network, le réseau, tiens, il y avait déjà une histoire de réseau chez Edgar Wright dans le dernier pub à la fin du monde, c'est amusant ça, se fait avoir à son propre jeu, c'est-à-dire, bah oui, donc le méchant, Josh Brolin, tout ça, il pense quand même le contrôler parce qu'il est déprimé, dépité de ne plus rien avoir, il n'a plus de combat à mener, peut-être, c'est ce que croit Killian, hein, donc ce producteur, mais en fait pas du tout, parce que entre temps Ben Richards a eu une conscience un peu plus révolutionnaire, et il va devenir la révolution du peuple. Et retourner le peuple, enfin, très facilement, et c'est très rapide, hein, c'est très accéléré, contre ce système qui le manipule. Là aussi, d'ailleurs, la fin est très intéressante, mais quand même, avec le recul, tout est très précipité, tout est rushé, de partout. Et donc, ça manque de cet impact-là. Alors oui, à la fin, c'est intéressant, parce que Ben Richards pourrait devenir, donc... ouais, ce héros du peuple, enfin, une sorte de Snake Plissken d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a des références à Carpenter. Moi j'ai pensé évidemment à New York 1997, il y a un côté They Live indirect dans la critique dans le Capital. Bon, il n'y a pas d'invasion là, mais quand même, à un moment à la fin c'est Richard Lives, et quand tu vois ça, tu penses à They Live. De toute façon, je pense qu'il y a beaucoup d'intentions carpenteriennes dans ce film, ce qui est intéressant parce que là aussi on peut interpréter beaucoup de Carpenter comme on veut. Est-il de gauche, est-il de droite, un petit peu entre les deux, un peu l'anarchiste qui veut tout péter, mais derrière, qu'est-ce qu'il propose en retour pour remplacer le système? Bah, en fait, c'est ça, Edgar Wright, c'est du post-Carpenter, c'est du post-anarchiste, intéressant dans sa politique, mais c'est mélangé dans des effets, dans des intentions blockbusteriennes, actionneurs et tout, que, arrivé au bout, bah, tu vois que ça manque de radicalité, de dénonciation pure. Ce Running Man, je le dis comme ça, hein, alors c'est peut-être pas un mal, vous allez me dire, c'est à vous de juger, hein, c'est à vous de voir avec vous-même. Ce n'est pas un film de gauche, c'est un film qui est anti-système. Mais attention, l'anti-système, hein, vous pouvez le faire en variation de tout et n'importe quoi, que ce soit dans une radicalité de gauche, dans une radicalité libertaire.
Voilà, donc c'est intéressant là-dessus. Après, bon, je pourrais passer sur d'autres points, mais je crois que il faut surtout laisser passer du temps pour pouvoir analyser certaines choses. C'est un film qui est quand même très dense et riche, malgré tout, dans ce qu'il veut proposer. On peut toujours décrypter certaines intentions et tout, mais le film ne va pas vraiment vouloir aller dans les détails. Alors peut-être que c'est au spectateur d'interpréter, mais attention aux interprétations. Et c'est presque dommage au final, mais ça se voit, c'est quand même un film intéressant. Je ferme la zone spoiler. Ouais, je suis quand même mitigé. J'ai de tout cœur envie de l'aimer pour plein de raisons. Parce que oui, c'est un bon divertissement de blockbuster parmi les bons blockbusters de cette année, certes. Mais vu le sujet, vu le réalisateur, je me répète par rapport au début, mais bon, ça va avec la conclusion, on était on pouvait attendre mieux. On pouvait attendre mieux. Moi, je voulais plus de radicalité là-dedans. Je voulais plus de rentre dedans. Je voulais plus de profondeur, quand bien même certains personnages en ont de la profondeur. Hein. Oui, le personnage de cet influenceur joué par Daniel Ezra, oui, il y a quelque chose. Mais comme tout est très paf paf, il faut passer du coq à l'âne ou pas, mais d'une action à l'autre, d'une action à l'autre, d'une action à l'autre, quand bien même à un moment on va dans certains discours qui sont intéressants, mais qui sont presque trop frontaux et presque face caméra par moment. Il y a cette scène, j'en ai pas parlé, mais bon, finalement, avec la citoyenne à la fin, jouée par Emilia Jones, où il y a ce monologue que l'on voit un peu dans la bande-annonce, ça fait un peu au forceps. Donc oui, il y a l'éveil un petit peu à la conscience, à la fois de Ben Richards et pour cette citoyenne, de la manipulation de masse et tout. Mais c'est presque comme si le film, à certains moments, voulait parler à son spectateur trop frontalement avec certains dialogues ou certaines tirades. Et ça manque peut-être aussi le récit visuel au-delà de l'action qui est bien filmé, de certaines scènes qui sont intéressantes. Il y a cette scène dans un hôtel, à un moment qui est très verticale, où il tombe clairement, effet miroir, il arrive jusque en bas et dans les égouts, ça explose. C'est super ça, c'est très bien. Il y a un petit côté piège de cristal aussi, hein. Je pense que Die Hard fait partie de ses références. Bref, tout ceci est passionnant, mais on est un peu dans cette lecture postmoderne assez facile de références, que ce soit donc les 1984, même Verhoeven, il passe. On va penser à Total Recall, bien sûr. Il y a ce côté un peu fake des choses, et d'un homme face au système, qui cherche une vérité, quelque chose. Ça fait Total Recall. On va penser à Robocop aussi, à un moment, avec les chasseurs un peu robotisés, ou cyborgs, on ne sait pas trop. Mais ça manque quand même de ce côté sulfureux, profond et intéressant d'un Verhoeven, ou alors c'est trop dans la redite et dans la réinjection postmoderne des choses. Voilà, et puis pareil pour Carpenter, comme je l'ai mentionné, dans la zone spoiler. Bref, je m'étale, je m'évade, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est à l'image de ce film qui veut foncer, qui va forcément nous donner de grands moments, on va dire, qui vont rester dans l'action de cette année 2025. Mais derrière, qu'est-ce qu'il en restera sur le long terme? Bonne question. Et est-ce que, sur le plan sociétal actuel, ce film a un impact autre que le côté divertissement d'une dystopie ou de redite de dystopie qu'on a pu voir et revoir par ailleurs? Je laisse cette question en suspens. J'attends votre avis personnel. Alors peut-être que vous allez me dire « Ouais, tu te prends trop la tête, vois ça comme un blockbuster de divertissement ». Le cinéma, ce n'est pas que cela. Et ce film, en soi, avec son propos, et le roman de base aussi, ce n'est pas que cela, normalement, à la base. Donc, il manque quand même quelques petits trucs. Edgar Wright se fait plaisir, mais c'est pas sa meilleure réalisation non plus. Il y a quelques scènes, évidemment, oui, on applaudit, mais sinon, sur l'ensemble, ça manque quand même de quelque chose de plus, de plus soigné, je sais pas, mais de plus abouti, tout simplement. En tout cas, maintenant, c'est à vous de parler. Je n'ai fait que trop blablater ici. J'attends donc vos commentaires et on va débattre ensemble ci-dessous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!